Ok, bah alors moi j'enchaîne avec le business de la blague. Le business de la blague, et il y a deux trucs qui sont tournés vers le cul de business. En fait, et c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que franchement, j'aurais jamais pensé, mais faire des blagues et faire monétiser les blagues, ça marche. Ah ouais, j'aurais Là, jamais pensé. il y a une boîte qui vend des pénis en chocolat que j'ai trouvé via un type qui s'appelle Pat Walsh sur Twitter, très intéressant, qui lui étudie les différents types de business. En gros, il a un site qui répertorie, où il liste les histoires des fondateurs. Donc, il a des centaines, voire des milliers de fondateurs qui écrivent leur histoire. Et il y a un type qui a présenté son site, du coup, qui s'appelle dick@yourdoor.com. Littéralement un pénis à ta maison, à ta porte, Ouais, livré. Et en gros, pourquoi ça marche? C'est parce que c'est des potes qui se font des blagues entre eux. Et du coup, qui se livrent des pénis au chocolat entre eux, tu vois. Et les mecs, ils font je vois le délire. 150 000 balles par mois, plus d'un million, du coup, par an, de CA. Alors, je sais pas vraiment combien ils font de profit sur ça. Mais ça marche. Et ça, tu peux le dupliquer sous de multiples variantes. Enfin, je veux dire, les blagues comme ça, tu peux le faire de toutes sortes, quoi. De toutes sortes. Ouais, Et, et dans le même style, qui est un peu moins de la blague, mais qui reste dans le côté euh, cul, sexuel et compagnie, c'est quelque chose qui est plus connu, qui s'appelle Tabs Lab. Je sais pas si ça te parle. C'est un pas du tout. jeune qui s'appelle Olivier quelque chose, un américain, qui a créé, du coup, Tabs Lab. Qu'est-ce que c'est? C'est des tablettes de chocolat qui sont censées stimuler ta libido. Ah ouais, mais ça, c'est pas tant une blague. Ça, c'est le mec qui a fait 11 millions là grâce à TikTok. Qu'on a fait Exactement. partout à un C'est moment. pas, c'est pas tant une blague, mais ça peut aussi être envoyé sous forme de blague, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai vu ces histoires de personnes qui, ah bah tiens, Ok. tiens, vas-y, ah bah tiens, c'est rigolo, bla bla. Ou alors des fausses blagues, tu vois, là. Peut-être la copine qui aura ça sur son mec en mode, ah, c'est pour la blague. Ouais. Bon, je sais pas, tu vois. Mais, en fait, petit point à savoir par contre sur ce genre de choses, sur le business des blagues, notamment des business de blagues qui sont assez lourdes, c'est la distribution. Là, pour le coup, c'est hyper galère. Parce que tu n'as aucune plateforme de distribution qui veut de toi, et tu te fais bannir par absolument tout. Et en plus, même d'un point de vue organique, sur du TikTok, sur du Facebook, enfin sur l'Instagram, si tu veux créer du contenu, eh bien tu te fais aussi bannir. Parce que forcément, ils aiment pas ce genre de choses. Ouais. Donc eux, ce qu'ils ont fait, notamment Tabs Lab, c'est assez connu, il y a des interviews qui ont été faites de lui sur les réseaux que je vous invite d'ailleurs à voir. Ils ont créé une armée d'affiliés. Donc hyper smart, ils ont eu des posts qui ont cartonné sur TikTok, ils sont allés voir des centaines et des centaines de personnes qui avaient 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans. Ils les ont organisés au sein d'un Discord en leur disant voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous allez créer, un peu comme ce que fait Andrew Tate, tout ce qu'a pu faire Tugan Barra pour partager pour distribuer leurs produits. Bah, c'est exactement la même chose. Et il y a des jeunes de 15, 17, 18 ans qui se sont fait littéralement des milliers d'euros juste en republiant leur TikTok. Ouais. Donc, truc assez intéressant, même dans les business des blagues où finalement les plateformes de distribution peuvent vous bloquer, cette possibilité finalement c'est de faire appel à la foule, au peuple et de multiplier la distribution, multipliant finalement les personnes qui vont partager votre contenu. Ouais, moi j'aurais pas dit non plus que c'était un truc très pérenne parce que moi j'ai l'impression que ce genre de truc, tu vas le faire une fois, tu vois. Le problème d'une blague, c'est que c'est drôle une fois. C'est pas drôle si tu fais ça à ton pote toutes les semaines ou tu vois ou à 10 potes et les 9 autres ont déjà entendu que tu l'avais fait à quelqu'un. Donc moi je me dis le problème de ce business, c'est que très vite à mon avis ça crève. Enfin ou très vite tu rencontres un problème. À la limite les sites de blagues, tu vois, sur lesquels tu ferais de la pub ou tu ferais je sais pas un truc premium genre tu vois, site d'humour, à la limite why not, mais ce genre de blague où tu dois payer pour en faire une et c'est un truc physique, délivré à ta porte, ou un truc, tu vois, un peu heavy, je me dis, la durée de vie doit être minime. Ouais, mais c'est un coût, quoi. C'est un coût que tu peux faire. Oui, C'est c'est un un gros coup. coût que tu peux faire. C'est un coût à 150 000 balles par mois. À mon avis, il doit se faire 40% de marge. À mon avis, ça doit être assez Ouais, gros ouais. pour une marge. Ouais, ouais. Voilà, et c'est des trucs qui n'existent pas en France. Même Solo Travelers .club, là, Female Travelers, n'existe pas en France. Je pense que ça peut être intéressant. D'autant plus que, bah, à la limite, la blague du dictature d'or, certes, mais Tabs Lab comme tu l'as dit, est un peu moins la blague, qui se base vraiment sur une problématique profonde. Ouais. Ça, pour le coup, bon, bah, c'est comme les médocs que les personnes peuvent vendre pour ce genre de problématique.
c'est limite, c'est du récurrent. Si le produit marche, ce qui m'étonnerait, tu vois. Mais si le produit Ouais, marche, ouais. c'est du récurrent. Sur le deuxième, je suis d'accord avec toi. Sur le deuxième, c'est différent. Sur le deuxième, si ça fonctionne, à la limite, il y a des mecs qui peuvent être intéressés par ce genre de truc. Non, moi, je faisais plutôt référence au premier, où Ouais. franchement, enfin, t'es très très lourd si tu le fais 10 fois d'affilée, tu vois. C'est très bizarre. Je C'est pas sais pas trop comment ça. on pourrait pérenniser ce genre de choses, justement. Peut-être juste lancer une sorte de succession de boutiques produits uniques avec, on a déjà le process de création, on a déjà le marketing, on sait ce qui fonctionne et on sort, je sais pas, un nouveau produit par mois sous cet angle-là. Que ce soit des Souvent, trucs, moi, ce que j'ai vu faire sur des mecs qui cartonnaient sur un truc comme ça, c'était que derrière, ils transformaient leur business en agence. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de mecs transitionner de stylé. j'ai un business comme ça, tu vois, je le fais exploser, je montre que je suis un crack en marketing sur un coup, sauf qu'en fait, ils ont un produit qui est pas hyper réplicable, et ensuite, à côté où ils transforment, ça peu importe, ils créent une agence, et cette agence, enfin, le produit leur sert de vitrine en disant regardez ce qu'on a réussi, consommez dans notre agence. Et il y avait la même chose à une époque qui se passait pas mal sur les business de dev. Alors, c'est moins le cas maintenant parce que c'est moins une barrière à l'entrée. Mais à l'époque où le dev était une vraie barrière à l'entrée, ce qui se passait, c'est que tu avais des mecs qui créaient une app, tu vois, qui était difficilement monétisable, mais qui était très cool, très adoptée, très bon niveau de dev. Et ensuite, il disait aux gens, bah voilà, derrière, on a monté une agence, tu vois, une SS2I, quoi, une agence de dev. Et cette agence de dev, bah, on prend des prestats et on est capable de vous faire la même chose. Et ça a permis de lancer pas mal d'agences, tu vois. Ok, intéressant. Moi, j'avais un ancien associé que je salue s'il regarde ce podcast, qui avait lancé, tu vois, une appli de tramway où en gros tu pouvais choper le dernier, enfin avec juste en un clic, tu pouvais choper quand est-ce qu'était le dernier tramway quand tu sortais de soirée. Donc très cool, ça leur a fait une grosse pub, mais impossible ou quasi impossible à monétiser. Et à partir de là, ils ont lancé une agence qui est toujours en vie aujourd'hui, tu vois, qui fait, je pense, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui doit embaucher 20 ou 30 personnes. Et en fait, leur moyen d'entrer dans le game, ça a été ça. Ça leur a rapporté tous leurs premiers clients. Ils se sont fait connaître grâce à un gros coup de pub comme ça, tu vois. Mais ça, justement, c'est la question que je me pose même avec les. Il y a pas mal de. Même le crayon. Tu vois, le crayon, par exemple, c'est mass market, blabla. Ils parlent à Ouais. énormément de personnes et puis derrière, ils ont des agences. Ça marche bien. Mais à quel moment est-ce qu'ils font le lien entre les, le mass market, ce que tout le monde voit, comme avec ton pote, l'application, avec l'agence? Est-ce que derrière, ils font de la prospection en disant, eh oh, c'est nous qui avons créé ça? On Ouais. peut faire la même chose pour vous? Ou est-ce que du coup, il y a des liens à l'intérieur de l'app? Ou parce que sur le crayon, par exemple, je suis allé voir, nulle part ils font la promotion, à part sur leur site internet, mais très peu de personnes vont sur leur site internet, tu vois. Mais nulle part ils font la promotion de leur agence derrière. Alors moi, si tu veux, je connais pas. Pour le crayon, je suis pas capable de te répondre parce que je sais pas comment il fonctionne. Ok. Je connais que de nom entre guillemets. Même si on a des invests communs, voilà, je connais pas le truc. Mais par contre, ce que je sais, c'est que moi, dans le cas de mon pote, c'était du démarchage. Ok. Il y avait eu des articles sur l'app, il y avait l'app en elle-même. Ils allaient voir les clients en disant, regardez les gars, on a créé ça, ça a cartonné, on sait le refaire, est-ce que ça vous intéresse? Et en fait, c'était devenu leur pitch marketing. Il y avait aucun lien dans l'app qui renvoyait vers leur truc. Peut-être que tout en bas du site web, il y avait un truc qui disait créé par Ouais. avec le nom de l'agence, mais c'est le truc que tu regardes même plus, quoi. Mais par contre, non, ils sont servis comme street cred, si tu veux, comme preuve sociale. C'était purement de la preuve sociale. Et Ok. donc, je suppose, bien que encore une fois, je n'ai pas la réponse, je suppose que pour le crayon, c'est pareil. Je suppose que pour le crayon, ils disent regardez, on a un média, c'est vachement bien. En plus, il doit y avoir du lead entrant. Eux avaient peu de lead entrant en fait. Eux, c'était vraiment de la preuve sociale. Le crayon, il doit avoir du lead entrant vu qu'il y a plein de gens qui regardent, qui doivent leur poser des questions. Donc, ils chopent du lead entrant et ensuite ils disent regardez ce qu'on a été capable de faire. Maintenant, on peut vous accompagner sur entre guillemets plus ou moins la même chose. C'est rigolo finalement que parce que c'est quand même leur enfin j'ai l'impression que leur portfolio finalement ils créent leur portfolio, c'est ce qui va leur prendre un travail immense qui va justement leur permettre de prouver le reste. Et donc, à la fois, je trouve ça très stylé parce qu'ils vont avoir une autorité, une crédibilité, ils vont pouvoir se différencier du reste du marché. Mais à la fois, j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me demande, mais est-ce que c'est vraiment worth it? Est-ce que finalement, bosser gratuitement pendant, je sais pas, 3 4 mois pour des clients, et ensuite avoir des résultats dingues pour eux, construire un portfolio sur ça, et après, des marchés à regarder ce qu'on fait, ce serait pas moins chiant
que tout le travail qu'ils font avec le contenu, alors je dis pas, hein, à mon avis ça va être génial, enfin, ça marche super bien, ils font un travail extraordinaire, et au moment où je m'intéressais au business des médias, au business des utilisateurs, je me disais toujours, mais le travail de fond, il est monstrueux, il est dans le temps, parce que du coup, il faut le faire durer dans la durée. Est-ce que est-ce que la plus-value est vraiment exceptionnelle? Est-ce qu'elle Bah, est vraiment présente? ouais, je pense qu'à un moment, tu commences à avoir un effet de power law, un peu, si tu veux. Tu sais, Ok. de loi de pouvoir. C'est-à-dire que, en gros, au début, c'est très chiant. Je pense que tu mets 6, 8, 1 an, tu vois, à créer du contenu, à le faire prendre, machin. Cependant, dès que la courbe exponentielle, elle démarre, mais jamais tu démarcheras autant à la mano. Jamais de la vie. Tu vois. Et donc, je pense que tout le jeu, c'est de réussir à faire démarrer cette courbe. Et après, ben, c'est une image que tu auras toujours. Demain, les fondateurs du Crayon, ils changent de projet. Leurs fans hardcore les suivront, si tu veux. Alors peut-être que oui, sur les, je sais plus combien ils ont, j'ai pas envie de dire de conneries, mais disons qu'ils ont 1 million de mecs. Sur le million, il y en a peut-être 40%, 50%, mais même s'il y en avait 60%, tu vois, qui se barrent, qui disent ouais, mais ça m'intéresse plus parce que c'est plus le Crayon. Ils ont ne serait-ce que 40% qui continuent à les suivre, et là-dessus, ils convertissent ne serait-ce que 10%. Bah c'est 40, enfin, je fais le calcul, oui. C'est 40 000 mecs qui restent, si tu veux. Et ces 40 000 mecs qui restent, suffit qu'ils les, tu vois, enfin, ils les monétisent à 100 balles par mois. Enfin, quand tu arrives à un niveau assez important, même si tu as on va dire de la casse dans tous les sens, dans tous les sens, tu finis toujours par avoir une base qui reste. C'est un truc que tu as gagné. Ton audience, c'est un truc que tu as gagné qui partira pas. Ok, t'auras de la casse. Ok, certains vont dire ah il a changé, c'est nul. Ah je préférais ce qu'il faisait avant. Ah je préférais avant, machin. Mais personne, enfin moi je connais personne qui a créé une audience supérieure à 10K si tu veux et qui m'a dit ah en fait c'était une mauvaise idée, j'aurais pas dû le faire. Personne. Ouais. Je n'en connais, enfin littéralement et je commence à tu vois à côtoyer, enfin bah toi, moi, Clément qu'on a reçu la dernière fois, allez voir la vidéo d'ailleurs, Benoît, Steve, enfin, tous les gens que j'ai côtoyés qui ont fait ça. Je n'en connais aucun qui m'a dit ouais mais ça sert à rien, voilà. Dès que tu dépasses les 10 000, dès que tu as le minimum de notoriété, ça t'apporte des trucs. Et plus t'en as, et plus tu arrives à la tenir sur le long terme, peu importe tout si tu veux, plus tu arrives à la tenir sur le long terme, plus tu gagnes un truc. Parce que les gens ils sont rassurés par les gens qui sont là depuis longtemps, mine de rien. Les gens adorent les histoires de ouais je suis devenu riche en une nuit, ok. Mais ils font confiance à ceux qui sont là depuis longtemps. Et font confiance à ceux qui sont capables de tenir la pause pendant un long moment. Regarde, je te donne un exemple. Je vais te donner 2 exemples avant la fin du podcast là, mais il y en a un sur, notamment un sur l'influence en ligne. On va prendre Squeezie, tu vois. Squeezie, il a explosé, il est devenu très connu, et pendant une période entre guillemets, avant qu'il ait la notoriété qu'il a maintenant, où il y a, tu vois, où il a vraiment ces deux dernières années explosé, où il est devenu un créateur, tu vois, capable de faire des trucs comme le GP Explorer et tout ça, où vraiment il y a des moyens démesurés. Bah, toute la période du milieu, sa croissance était moins rapide. Si vraiment, tu vois, tu regardes juste les chiffres. Mais il a perduré, perduré, perduré. Quitte à faire de temps en temps une vidéo que les gens aiment pas, quitte à faire une vidéo qui est moins bonne, quitte à tester des concepts de je commande des subreddits, des machins. Alors ça marche bien en termes de volume, mais tu pourrais dire c'est de la moins bonne qualité, entre guillemets, que des trucs genre GP Explorer, machin. Ouais, mais il s'est séparé de Cyprien, machin, il a continué, il a continué, il a continué. Et le mec, sur une période de 15 ans, grosso merdo, ben, tu te dis, ok, il a toujours été là. Donc forcément, quand il explose, bah t'as envie de lui faire confiance, t'as envie de regarder ses projets, t'as envie de voir ce qu'il en est, parce que il a pas explosé du jour au lendemain. C'est pas le GP Explorer qui l'a lancé, ça fait 10 ans, tu vois, qui taffe. Avec des périodes de haut, de bas. Et c'est la même chose sur MrBeast. MrBeast, il a mis 8 ans à démarrer, enfin, tu vois, catastrophique. Ensuite, il a explosé. Ensuite, ça s'est un peu calmé. Ensuite, il a réexplosé, tu vois. Et tu le fais tu vois, par escalier, je pense. Et plus enfin, tu regardes tous ceux qui sont vraiment top niveau, j'entends le top 5%, c'est que des mecs qui ont perduré dans le truc. 1000%. Je te donne, enfin, Antoine BM. Antoine BM, son Ouais, travail, alors j'adore son travail créatif. Je trouve que ce ouais. qu'il crée sur les réseaux est très intéressant, blog. Mais son travail intellectuel qui fournit dans les formations, je trouve qu'elle est de basse qualité, pour en avoir consommé quelques fois. Ok. Et pourtant, il fait
chiffres, mais totalement démesurés, en bossant uniquement le matin. C'est une règle qui a partagé publiquement. Il ne bosse que le matin. Il bosse 3-4 heures le matin. Il fait son petit email. Il fait pub et c'est fini. Et il fait 80 000 euros par mois, tu vois. Parce que les gens le connaissent et parce qu'il est là depuis 10 ans. Donc, je te rejoins à 1000%. En fait, les effets cumulés sur la création de contenu sont folles, quelle que soit la thématique. Mec, l'effet cumulé est fou, quelle que soit la thématique. C'est même pas la création de contenu, c'est l'effet cumulé. Et le pouvoir du temps, si tu veux. Enfin, tu sais, il y a tous les mecs qui essayent de te vendre de la formation de investir en bourse qui te le diront, évidemment, mais quoi que tu fasses, l'effet cumulé jouera toujours en ta faveur. Enfin, c'est impossible autrement. Après, que tu ne deviennes pas milliardaire ou que ça mette du temps pour gagner ton premier million, nanana, oui, oui. Mais l'effet cumulé de je me lève tous les matins, je taffe, que ce soit intellectuellement, que ce soit sportivement, que ce soit sur le contenu, que ce soit sur tes investissements en argent, que ce soit sur le knowledge que tu es capable d'absorber, que ce soit sur tes relations familiales, peu importe, ton effet cumulé, tu es gagnant à tous les coups. Le seul problème entre ça, c'est que l'effet cumulé, c'est facile à faire un jour, parce que c'est des petites actions, tu vois, nanana, mais à tenir sur le long terme, c'est un enfer. Personne n'a envie de te dire, ouais, tu seras riche dans 10 ans parce que tu vas investir tous les mois 40% de tes revenus, plutôt que d'aller faire je sais pas quoi. Personne n'a envie d'entendre, vas-y, tu vas poster une vidéo tous les jours, même si elle est pas ouf, tu vas la tourner et tu vas t'y tenir. Parce que tu vois, moi, pour le faire, au bout de 2 ans, c'est chiant. Il y a des jours où t'as pas envie. Bah, tu te dis, quoi qu'il arrive, je le fais. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, quoi qu'il arrive, toi. Je te donne un autre exemple pour ma santé. Tous les matins, je vais marcher. Tous les matins, je commence ma journée en marchant. Quoi qu'il arrive, je le fais. Ce matin, il y avait tempête, mec. J'ai été trempé. J'avais pas envie de le faire. Je me suis dit, vas-y, non, là, hein. Je l'ai fait. C'est fun, pas tant. C'est bon pour ma santé. Une fois, ça aurait rien changé. Mais si j'arrête une fois, qu'est-ce qui me dit que j'arrête pas une fois de temps en temps? Et une fois de temps en temps, sur 10 ans, ça fait 5000 fois. Et 5000 fois, j'exagère. 10 ans, ça fait même pas 5000 jours, donc je dis de la merde, mais ça fait 500 fois. Et 500 fois sur 10 ans, et ben ça fait peut-être, tu vois, je sais pas ce que ça fait sur mon corps, peut-être rien. Peut-être que je me conditionne juste au truc, mais je pense que ça a tout a un impact, tu vois. Et plus tu le tiens, plus t'avances. Et